Robert Debré, mais Robert Debré a fermé au profit de Necker et tout le monde a été rapatrié sur Necker, donc il n'y a plus qu'un centre important en pédiatrie à Paris. Merci beaucoup. Bon, eh bien écoutez, on va reprendre. Ah ben ça a déjà redémarré. On va reprendre et on va voir maintenant, je vous ai dit, j'ai pris l'exemple de certains acides aminés et j'ai pris l'exemple des acides aminés ramifiés et des acides aminés aromatiques parce que dérivent de ces acides aminés aromatiques les neurotransmetteurs et c'est quand même des molécules intéressantes et importantes. Alors, on va commencer par les acides aminés ramifiés. Les acides aminés ramifiés sont au nombre de 3. C'est la valine, l'isoleucine et la leucine. Ces 3 acides aminés ramifiés sont des acides aminés indispensables. Ils ne sont absolument pas apportés par l'alimentation et donc les voies métaboliques que l'on va voir, ce sont simplement les voies de catabolisme de ces acides aminés. Outre participer à la synthèse des protéines, eh bien, ces acides aminés vont rentrer dans une voie catabolique que je vous ai montrée ici. Et cette voie catabolique, eh bien, on va le redétailler un petit peu après. Ces voies cataboliques passent toujours, vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai dit, systématiquement, la première étape de l'entrée d'un acide aminé dans la voie catabolique, c'est de vous débarrasser de la fonction azotée. Donc, toujours la première étape, c'est une réaction de transamination. Et cette réaction de transamination, donc, permet de transférer l'azote de l'acide aminé sur l'acide alpha-cétoglutarate qui devient, lui, du glutamate. Et l'acide aminé, qui est ainsi désaminé, devient l'acide alpha-cétonique correspondant. Donc, vous avez ici 3 acides alpha-cétoniques correspondant à chacune de ces molécules. À savoir que celui-là, qui est l'acide 2-cétoisocaproïque, il est extrêmement toxique quand il s'accumule. Et vous allez voir que lorsqu'on connaît une maladie qui est due à un déficit d'une enzyme qui est mis ici en rouge, qui est une décarboxylation oxydative de ces acides alpha-cétoniques, décarboxylation oxydative que vous connaissez déjà, parce que vous avez vu la décarboxylation oxydative du pyruvate via une enzyme qui est la pyruvate déshydrogénase, et c'est exactement le même type d'enzyme qui intervient ici pour produire cette même réaction de décarboxylation oxydative de ces 3 acides alpha-cétoniques. Et cette enzyme est la même pour les 3 acides aminés. Ce qui veut dire que lorsqu'on a un déficit de cette enzyme, on a une accumulation des acides alpha-cétoniques correspondants et des acides aminés ramifiés correspondants en amont. D'accord ? La voie catabolique pour chacun de ces 3 acides aminés conduit finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas, conduit en finale pour la leucine à produire des dérivés qui sont cétoformateurs puisqu'on obtient pour la leucine de l'acétoacétate et l'acétyl-CoA qui ne peuvent pas remonter la voie de la néoglucogénèse, donc c'est un acide aminé exclusivement cétoformateur, on a raconté ça hier. Et puis l'isoleucine produit à la fois, à la fin de ces réactions de catabolisme, produit à la fois de l'acétyl-CoA et du propionyl-CoA. Le propionyl-CoA n'est rien d'autre, je dirais, qu'une molécule en amont d'un intermédiaire du cycle de Krebs qui est le succinyl-CoA. Et donc l'isoleucine est à la fois cétoformateur et par la formation de propionyl-CoA, donc de succinyl-CoA, glucoformateur, intermédiaire du Krebs. Je vais pouvoir remonter la voie de la néoglucogénèse. Et la valine produit exclusivement du propionyl-CoA. Et donc c'est un acide aminé exclusivement glucoformateur. Alors, présenté autrement, c'est la même chose. Présenté autrement, simplement, on retrouve ici nos 3 ramifiés, on retrouve ici l'étape de la transamination. Je me débarrasse de la fonction azotée et j'ai ici cette déshydrogénase des acides alpha-cétoniques ramifiés et cette enzyme donc, qui va permettre la décarboxylation oxydative de ces 3 acides alpha-cétoniques pour former les composés qui vont en dériver avec un carbone en moins qui sont pour la leucine l'isovaléryl-CoA, comme pour la pyruvate déshydrogénase, vous vous souvenez, c'était l'acétyl-CoA. Pour l'isoleucine, c'est méthylbutyryl-CoA. Et pour la valine, isobutyryl-CoA. Je ne vous demande pas de retenir par cœur tous ces noms de molécules, ne vous inquiétez pas surtout. Et puis, ces 3 composés vont entrer dans des voies oxydatives. Et ces voies oxydatives, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elles sont tout à fait similaires à ce qui se passe lorsque vous faites une bêta-oxydation des acides gras. Alors, pour la leucine, il y a une carboxylation en plus, mais sinon, ça suit les voies
de la bêta-oxydation. Et en finale, eh bien, vous récupérez donc ce dérivé qui va être dégradé en acéto-acétyl-CoA et acétyl-CoA qui va entrer dans l'acétogénèse. Ici, vous obtenez l'acétyl-CoA et du propionyl-CoA pour l'isoleucine et la valine seulement du propionyl-CoA qui vont qui vont être transformés, métabolisés en succinyl-CoA intermédiaire du Krebs. Alors cette enzyme, cette pyruvate déshydrogénase, vous avez déjà dû cette déshydrogénase des acides alpha-cétoniques, des acides aminés ramifiés, eh bien vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. Vous avez déjà vu ce complexe enzymatique qui est composé de 3 enzymes, E1, E2, E3, qui est composé de 5 cofacteurs. La première enzyme qu'on fonctionne avec comme premier cofacteur, la vitamine B1, encore une vitamine qui joue le rôle de cofacteur pour une réaction enzymatique faisant intervenir des acides aminés. On a déjà vu, vous vous souvenez, la vitamine B6. La vitamine B1 sous sa forme active, qui est la thiamine pyrophosphate, et qui permet, alors cette enzyme, cette enzyme E1, elle est composée de 2 sous-unités différentes. On a une sous-unité E1 alpha et E2 bêta, à savoir qu'on peut trouver des anomalies qui touchent chacune de ces sous-unités et qui vont empêcher, et qui est spécifique, cette sous-unité, cette enzyme E1, elle est spécifique aux acides aminés ramifiés. Vous verrez que la seule enzyme qui va être identique pour les 3 complexes, parce qu'il y en a 3, je vous en ai donné que 2 pour le moment, qui sont des complexes qui permettent une décarboxylation oxydative dans l'organisme, c'est la pyruvate déshydrogénase, mais une autre enzyme qui est une enzyme qui intervient dans le cycle de Krebs, que vous avez peut-être déjà vu, qui est l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase, eh bien E3 est identique pour ces 3 complexes multi-enzymatiques. Ce qui veut dire que quand on a un déficit sur E3, on a un déficit sur les 3 enzymes en même temps. D'accord ? Donc ici, vous voyez E1, je vais commencer par E1. E1 qui permet la décarboxylation à proprement parler de cet acide alpha-cétonique. Il est décarboxylé. L'enzyme E2 qui est constituée, elle, de 24, je crois, 24 sous-unités, oui, 24 sous-unités, eh bien, elle permet le transfert, finalement, de cette molécule qui est décarboxylée, le transfert sur un autre cofacteur qui est l'acide lipoïque. L'acide lipoïque qui est sous forme oxydée pour être actif et qui transporte sous forme réduite et qui va transférer finalement ce groupement décarboxylé sur un CoA-SH pour former l'acétyl-CoA, le composé CoA correspondant. Okay, et puis lorsque cette réaction est terminée, eh bien vous avez des étapes d'oxydoréduction, il faut réoxyder l'acide lipoïque et ça se fait au moyen de l'enzyme E3 qui est constituée cette fois-ci de 2 sous-unités identiques et cette enzyme E3, eh bien elle fait intervenir 2 cofacteurs, le FAD et le NAD et le bilan de cette réaction c'est de former du NADH+, de libérer du CO2 et ce NADH+, il va être réoxydé dans ce que vous avez déjà vu, je pense que là ça date de l'an dernier, et ce qui serait assez logique de regrouper tout ça, parce que finalement tout ça se suit dans la fameuse chaîne respiratoire qui permet la réoxydation des complexes, ici NAD, NADH ou FAD, H2, et lorsque vous réoxydez ces complexes, concomitamment, vous fabriquez de l'énergie. Voilà, c'est la même chose avec présenté autrement. Vous retrouvez mes 3 acides aminés ramifiés. Donc ce complexe multi-enzymatique, vous retrouvez avec ces trois enzymes E1, E2, E3. Vous voyez, comme vous l'aviez vu pour la pyruvate déshydrogénase, je ne sais pas si vous l'avez fait cette année, la PDH, ou si vous l'avez fait l'an dernier. En tous les cas, il y avait un exercice, je me souviens, en P1, où on voyait la régulation de la PDH, et on voyait que cette enzyme était régulée, entre autres, par des systèmes de phosphorylation, déphosphorylation. C'est la même chose ici, c'est ce que vous observez également, et c'est l'enzyme donc qui permet de transformer la valine et de permettre de faire rentrer la valine, l'isoleucine et la leucine dans la voie d'oxydation pour que ces
les squelettes carbonés de ces molécules fournissent finalement, à la fin de cette chaîne catabolique, fournissent de l'énergie. Alors, lorsque c'est bloqué, il y a une chose que je vous ai mis ici, c'est que vous accumulez effectivement les acides alpha-cétoniques correspondants et puis les acides aminés correspondants. Et dans le cas de l'isoleucine, ce qui se passe, c'est quand il y a une accumulation trop importante d'isoleucine, eh bien cette isoleucine, elle va se transformer en un isomère qui s'appelle l'allo-isoleucine. Et cette molécule, normalement, elle est toujours absente. On n'en a pas dans notre organisme. On en trouve et seulement lorsque on a un déficit de ce complexe multi-enzymatique qui conduit à cette maladie qu'on appelle la leucinose. Alors la leucinose, c'est donc une maladie autosomique récessive. C'est une maladie qui est caractérisée par une odeur particulière des liquides biologiques. Et souvent, vous entendrez parler de cette maladie comme étant en raison de l'odeur. Alors moi je trouve pas que ça sente vraiment le sirop d'érable, je trouve que ça sent mauvais, mais le sirop d'érable ça sent plutôt pas mauvais du tout. Ça sent vraiment mauvais si effectivement vous avez le diagnostic. Au moment du diagnostic, quand vous sentez l'urine, quand on vous envoie une urine et même au lit du patient, quand vous sentez une odeur très particulière et ça sent vraiment pas terrible. Bon, ici ils ont l'impression que ça sent le sucré, plutôt agréable, mais bon, du coup ça a été appelé cette maladie où l'urine a l'odeur du sirop d'érable et finalement c'est les Canadiens qui ont dû décrire ça de cette manière-là puisqu'ils ont du sirop d'érable chez eux. Alors c'est donc un déficit, comme je vous l'ai expliqué, ça j'ai largement expliqué tout ça, donc complexe des hydrogénases des acides alpha-cétoniques ramifiés, et donc on connaît des mutations sur les 3 enzymes dont je vous ai parlé, E1, E2, E3, mais en sachant que pour E3, ça touche les 3 complexes multi-enzymatiques qui fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire pyruvate déshydrogénase et alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Donc on a une accumulation dans les liquides biologiques des acides aminés ramifiés et cette fameuse molécule qui est l'allo-isoleucine. Et donc cette allo-isoleucine, comme elle est le marqueur, si je puis dire, de la maladie, on va dire qu'elle est pathognomonique. Simplement parce que lorsque vous l'avez qui s'accumule, clairement, vous êtes sûr que vous avez affaire à une leucinose. Alors, et vous avez aussi les acides alpha-cétoniques correspondants qui s'accumulent. Et il y en a un qui est extrêmement toxique, c'est celui qui dérive de la leucine. Et c'est pour ça finalement que la maladie s'appelle leucinose. Sinon, elle pourrait s'appeler les 3 acides aminés ramifiés. Mais celui, quand il s'accumule, qui est extrêmement toxique, en particulier pour le cerveau, c'est l'alpha-cétoisocaproïque, c'est l'acide alpha-cétonique qui dérive de la leucine. Alors les signes cliniques, ce sont des signes neurologiques d'intoxication endogène et ça se produit après un intervalle libre. Vous allez voir, je vais vous donner l'exemple d'un patient qui se traduit après un intervalle libre, alors 24-72 heures. Vous allez voir que c'est le dernier diagnostic qu'on a eu au laboratoire et ça a été un peu plus long nettement que 24 heures et même que 72 heures. Alors ça se présente sous forme de léthargie. C'est des enfants qui refusent de se nourrir. Ils sont très hypotoniques, surtout axial et périphérique, c'est plutôt hypertonique, parce qu'il y a des mouvements particuliers qui sont des signes d'appel. Quand vous voyez un bébé qui pédale, vraiment il pédale avec ses jambes, eh bien généralement on le voit, on vous dit signe d'appel, pédalage. Et pédalage, on recherche d'emblée, on va très vite, on ne traîne pas, on recherche une leucinose, donc on va faire une chromatographie des acides aminés pour voir si on trouve effectivement de l'allo-isoleucine et une quantité importante de leucine qui s'accumule. Alors attention, et c'est pour ça que l'allo-isoleucine c'est quand même très utile, ne pas confondre une augmentation de leucine avec un patient qui n'est absolument pas à jeun et à qui on a donné plein de choses à manger, et donc les acides aminés tous augmentent, la leucine et l'alloleucine, les 3 ramifiés y compris. Et puis il y a une autre situation où les 3 ramifiés seuls augmentent alors que les autres acides aminés s'effondrent, c'est la situation de jeûne. Dans une situation de jeûne, qu'est-ce qui se passe? On catabolise plus exactement ces protéines puisqu'on n'a pas d'apport extérieur, et comme on catabolise les protéines, eh bien, ce qu'on voit monter surtout, ce sont les acides aminés ramifiés.
Donc voilà, alors je vais vous raconter l'histoire de ce petit bonhomme, hein. C'était le deuxième enfant, cette fois-ci d'un couple non consanguin. Il y a un frère qui a 2 ans, qui est bien portant. La grossesse, il manque un E, s'est déroulée normalement. Il y a une naissance à terme. Cet enfant est sorti de la maternité à J3, vous voyez qu'on est à 72 heures, avec un allaitement qui est exclusivement maternel. À J5, alors aujourd'hui, vous savez que les enfants sont suivis quand ils sont sortis de l'hôpital, ils sont suivis à la maison souvent par une sage-femme, donc il y a la visite de la sage-femme avec un examen clinique qui semble normal. À J7, on est déjà à 7 jours de vie, on commence à avoir des difficultés, cet enfant présente des difficultés à se nourrir, à s'alimenter, et à J9, là cette fois-ci on sent qu'il y a une odeur particulière qui apparaît au niveau des urines, et puis il devient hypotonique, donc la sage-femme va conseiller quand même d'aller voir le pédiatre, et il va être adressé très rapidement aux urgences à Melun. Aux urgences, il est somnolent, mais il est réveillable, il y a encore une bonne succion, il est malgré tout hypotonique, toujours ses urines qui sentent mauvais, et puis ils vont faire un bilan complet, et puis comme je vous l'ai dit, on a tendance à les mettre dès qu'on a toujours peur d'une infection, hein, lors de l'accouchement, et donc on met tout systématiquement une antibiothérapie. Et là, il va être hospitalisé en pédiatrie, et à J10, le contact est plus terrible. Et là, on commence à voir apparaître ces fameux mouvements de pédalage dont je vous ai parlé. Et donc, on va suspecter la maladie métabolique. Et là, on ne traîne pas. Ça fait partie vraiment des urgences. Quand ça arrive au laboratoire, on nous prévient à l'avance, on nous dit attention, voilà, signe d'appel, c'est ça. Et donc, très rapidement... Une chromatographie, maintenant, on a la possibilité de la faire. Alors, on fait des séries, évidemment. On ne peut pas s'amuser à faire un cas par cas quand on a 50 dossiers par jour. Mais quand on a une histoire comme celle-là, on fait passer cette chromatographie en urgence. Et dans les 2 heures, on a le diagnostic. Et il faut aller vite parce qu'il faut intervenir très rapidement. Il ne faut surtout pas laisser accumuler la leucine. Et surtout, ce fameux acide alpha-cétocaproïque. Et donc, il faut aller très vite. Et pour aller très vite, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne sais pas s'il a été immédiatement. Alors évidemment, on lui fait un régime sans protéines. On supprime très rapidement les protéines. Donc il est avec un glucosé. Il est transféré très vite à Necker. Et voilà le résultat qu'on ne voit pas. Et je ne peux pas agrandir. Si vous voyez peut-être, et en plus de ça, c'est à l'envers, ce qui est quand même pas mal. Alors normalement, ce que l'on voit, c'est qu'on voit ici de la leucine. D'abord c'est la valine, ensuite c'est l'isoleucine, le chromatogramme que je connais à peu près par cœur, et ça c'est la leucine. Je crois que la leucine est à 2000 pour une valeur inférieure à 60. Si vous regardez peut-être, non, vous voyez, on ne voit pas plus ici, hein. Et ce que l'on voit, ce que j'ai mis là, qui n'est normalement pas présent dans un chromatogramme, c'est l'allo-isoleucine. Et l'allo-isoleucine, je ne sais plus, c'est de l'ordre de 500. Et donc là, on n'a aucun doute, on a bien affaire à un diagnostic de leucinose. Et donc très rapidement, en règle générale, pour ces patients-là, quand on est dans une situation comme ça de diagnostic, hein, si effectivement ça a traîné un peu, il faut se débarrasser très rapidement de la leucine qui s'est accumulée, des ramifiés qui sont accumulés. Alors souvent on dialyse, donc on fait des dialyses, mais sinon le traitement je dirais en routine, le traitement, ça serait une restriction sévère de l'apport en protéines naturelles, et on va supplémenter, évidemment, dans tous les autres acides aminés, parce que le problème, c'est qu'il faut que ces enfants grandissent, et pour grandir, il faut faire des synthèses de protéines, et donc il faut apporter, alors il faut trouver le juste équilibre entre la quantité nécessaire pour une bonne synthèse de protéines, pour que l'enfant grandisse bien, donc il faut donc la quantité minimum d'acides aminés ramifiés, et il ne faut pas qu'il y en ait trop pour qu'il rentre dans une voie catabolique, puisque la voie catabolique ne fonctionne pas, et donc il faut trouver le juste équilibre, et il faut éviter les phénomènes, les accès de décompensation, ce qui veut dire qu'il faut que cet enfant, je dirais, soit toujours en bonne santé. Évidemment, une grippe, un rhume, tout ça, ça va être des situations où on peut rentrer en catabolisme, et si on rentre en catabolisme, on dégrade ses protéines, et donc on libère des acides aminés ramifiés. Donc il faut trouver toujours un équilibre parfait pour ces patients-là, et ils sont suivis
toutes les semaines, on mesure leur taux de leucine. Et si ce taux de leucine augmente un peu, on le fait subir systématiquement, on les met systématiquement en régime d'urgence. Et si la taux de leucine montre vraiment taux haut, qu'est-ce qu'on fait? On les récupère immédiatement, on les hospitalise et si nécessaire, on les dialyse. Ok, mais sinon, ce sont vraiment des régimes d'urgence sans apport d'acides aminés ramifiés. Donc, traitement à vie. Alors juste un mot pour terminer la voie métabolique du catabolisme de ces acides aminés ramifiés. Je vous ai dit que pour la valine et l'isoleucine, on produisait du propionil-CoA. Eh bien, ce propionil-CoA, il va être transformé en succinyl-CoA, qui est un intermédiaire du cycle de Krebs. Et ce propionil-CoA, il va être carboxylé grâce à une enzyme qui est une propionil-CoA carboxylase et qui fonctionne avec une autre vitamine comme cofacteur, qui est la vitamine B8, ou qui est encore appelée plus communément la biotine. Et cette carboxylation, après carboxylation, on forme du méthylmanil-CoA sous sa forme dextrogir D, et il faut qu'il y ait une racémisation qui va avoir lieu. Et ensuite, il y a une autre enzyme qui intervient, qui est la méthylmalonyl-CoA mutase, qui est la deuxième enzyme dans toutes les voies métaboliques qui utilise, il y en a seulement 2, qui utilise comme cofacteur une autre vitamine qui est la vitamine B12. Et la vitamine B12, on en parlera peut-être un tout petit peu plus vendredi prochain, sûrement plus vendredi prochain, mais vous en entendrez parler également en hémato, puisque vous allez voir les anémies macrocytaires, ça c'est au 2e semestre, et vous reverrez probablement les mêmes diapos que je vais vous présenter, puisque à un moment donné, c'est moi qui faisais ce cours-là, et donc je pense qu'on a réutilisé et réutilisé ce même diapo-là. Donc vous aurez déjà une bonne idée de ce que c'est qu'une carence en vitamine B12, et cette carence en vitamine B12, elle touche 2 enzymes, cette enzyme que vous voyez ici, et vous verrez une deuxième enzyme dont on parlera lorsque je vous parlerai de B12. Donc j'en ai fini avec les acides aminés ramifiés et je vais passer maintenant aux acides aminés aromatiques. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris cela? Parce qu'il y a une maladie que vous connaissez, ou vous ne connaissez pas parce que vous n'êtes probablement pas atteint de cette maladie-là, mais vous avez tous été, si vous êtes né en France, vous allez voir, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier après-midi pour un patient, mais si vous êtes né en France, vous avez tous été dépistés pour cette maladie-là. Et donc, à 3 jours de vie, eh bien, on recherche la présence ou pas de cette maladie chez tous les enfants qui naissent aujourd'hui. Donc ces acides aminés aromatiques, vous les reconnaissez, c'est la phénylalanine, la tyrosine et le tryptophane. Il y en a 2 qui sont essentiels, c'est la phénylalanine et le tryptophane. Et la tyrosine dérive de la phénylalanine. Regardez bien, c'est la même molécule avec un OH en plus. Et donc, elle dérive de la phénylalanine par hydroxylation. Et l'enzyme qui permet cette hydroxylation, c'est la phénylalanine hydroxylase. Et donc la phénylalanine hydroxylase, c'est une enzyme qui fonctionne avec un cofacteur qui est la tétrahydrobioptérine, qui elle n'est pas un cofacteur vitaminique puisque c'est une molécule qui dérive d'une base sous forme de guanine triphosphate, de GTP, pour former ce cofacteur qui est le cofacteur de cette réaction d'hydroxylation qui transforme la phénylalanine en tyrosine. Je vous ai mis sur ce même schéma 2 autres réactions d'hydroxylation qui fonctionnent exactement de la même manière et qui va nous intéresser, c'est pour ça que j'en parle tout de suite, et qui concernent les 2 autres acides aminés ramifiés que sont la tyrosine, qui donc dérive de la phénylalanine, et le tryptophane. La tyrosine, elle va être hydroxylée de la même manière avec le même cofacteur qui va intervenir pour former la L-dopa. La L-dopa, c'est le précurseur des amines biogènes, et en particulier des catécholamines que sont la dopamine, la noradrénaline et l'adrénaline. Et le tryptophane, il va être lui hydroxylé de la même manière avec les mêmes cofacteurs qui interviennent pour former le 5-hydroxytryptophane qui est lui le précurseur d'une hormone importante qui est la sérotonine, dont on va reparler tout à l'heure. Donc, je vais commencer par vous parler du début de la voie de métabolisme des acides aminés aromatiques.
Donc, première étape, ça consiste, à partir de la phénylalanine, de former la tyrosine, donc d'hydroxyler la tyrosine. La phénylalanine pourrait partir directement dans une voie catabolique par une réaction de transamination. Ça se fait très peu. Très peu parce que la phénylalanine, elle est le précurseur de la tyrosine. Donc ça tire, la voie majeure, c'est la formation de la tyrosine par hydroxylation de cette phénylalanine grâce à cette enzyme qui est la phénylalanine hydroxylase. Et la tyrosine, avant de rentrer dans la voie qui est la voie catabolique, comme on a vu pour les acides aminés ramifiés, eh bien, elle va être hydroxylée en L-DOPA, qui va être le précurseur des hormones thyroïdiennes, de la mélanine et des catécholamines. D'accord? Et lorsqu'elle n'est plus utilisée pour faire ces molécules, eh bien la tyrosine peut rentrer dans sa voie catabolique qui consiste, première étape, à faire une réaction de transamination, à vous débarrasser de la fonction azotée pour former l'acide alpha-cétonique correspondant et finalement rentrer dans une voie oxydative pour former à la fin de cette voie catabolique fumarate et acétoacétate, fumarate intermédiaire du Krebs, donc molécule cétoformatrice, et acétoacétate, et des molécules qui va former de l'acétyl-CoA et rentrer dans la voie de la cétogénèse. Donc, phénylalanine et tyrosine sont à la fois glucoformateurs et cétoformateurs. Alors, lorsqu'on a un déficit en phénylalanine hydroxylase, on observe cette maladie qu'on appelle la phénylcétonurie, dont la fréquence est relativement plus faible que ce qu'on a vu pour l'ensemble des anomalies du cycle de l'urée, puisque c'était 1 sur 8000. Ici, c'est 1 sur 16 000 naissances, ce qui représente environ 50 nouveaux cas par an en France. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une population de patients qui vont bien quand ils sont traités, quand ils sont dépistés, mais qui se baladent et qu'il faut suivre. 50 par an, vous voyez qu'on a beaucoup de phénylcétonurie présents en France. Alors, c'est une maladie qui est connue, celle-là, depuis 1934. Vous voyez que c'est une maladie qui a été décrite, mais sur le plan historique, c'est assez logique, puisque la première maladie qui a été décrite, c'est une maladie qui est sur cette voie métabolique, et elle fait l'objet donc d'un dépistage néonatal systématique généralisé en France depuis 1976. 98% de ces malades ont un déficit de l'enzyme elle-même, de la phénylalanine hydroxylase. Et vous avez 2% de ces patients qui ont un déficit du cofacteur, de la tétrahydrobioptérine. Okay? Le phénotype clinique, eh bien, il n'y a pas de décompensation aiguë, mais l'excès de phénylalanine, c'est catabolique, provoque un retard mental modéré à très profond, une épilepsie, et en règle générale, la peau et les cheveux sont clairs parce que la mélanine est une hormone de pigmentation qui donne les pigments. Et donc, vous avez un déficit en mélanine puisque vous avez un déficit en tyrosine. Alors, justement, ce que je voulais vous raconter, c'est qu'hier, on me donne un dossier à regarder. Je regarde ce dossier et j'ai une quantité de phénylalanine. Alors, l'histoire, c'est une petite fille. Elle a 4 ans. Elle est suivie en neurologie à l'Interco, à Créteil, et elle arrive et pour les signes que vous avez ici, une épilepsie qui n'arrive pas à gérer, à régler, elle a un retard mental important. On ne m'a pas décrit de couleur de peau claire, je n'ai pas eu cette description-là, mais j'ai déjà tous ces signes d'appel. Et quand je regarde le taux de phénylalanine, à 4 ans, je n'avais jamais vu ça. Et même dans le diagnostic, quand on fait du dépistage, des taux comme celui-là, elle était à plus de 2000, et vous allez voir que les taux de phénylalanine, la normale est inférieure à 60, je vais vous donner les chiffres tout à l'heure. Et donc, 2000 et quelques dans le plasma, comme elle cherchait, le clinicien qui était une ancienne de Necker, cherchait dans toutes les directions, elle avait demandé aussi une chromatographie des acides aminés dans le LCR. Et là, il n'y en a pas dans le CR, ou très peu, il y a 10, 12 en micromol litre. Là, on était à 500 et quelques. Alors, vous dites que quand on tombe là-dessus, c'est tellement exceptionnel, pour la bonne raison, c'est qu'on n'en trouve plus.
on n'en trouve plus de ces patients. Alors, je ne connaissais pas l'histoire complète de cet enfant, donc j'ai appelé la clinicienne, je lui ai dit, mais tu avais pensé à une histoire comme ça? Non, pas du tout. Mais l'enfant était né en Algérie, et donc elle avait pas bénéficié du diagnostic néonatal, hein, du dépistage néonatal, et donc elle était passée entre les mailles du filet, et la situation neurologique où elle n'est plus récupérable, ce qui veut dire que c'est vraiment dommage, parce que c'est une maladie pour laquelle on ne devrait plus rien observer. La prise en charge est très rapide après la naissance, fait qu'il n'y a pas de conséquences. Et ici, eh ben, il y a des conséquences et elles sont irréversibles. Ok, donc dépistage néonatal, hein, systématique à J3 par le test de Guthrie. Alors pourquoi c'est aussi toxique si ça ne fonctionne pas? Eh bien, si ça ne passe pas par là, la phénylalanine, elle s'accumule, évidemment, c'est ce que je vous ai raconté, hein, c'est comme ça qu'on fait le diagnostic, et elle s'accumule, et donc elle va rentrer dans une voie catabolique. Et la voie catabolique, ça va passer par, première étape, toujours la même chose, hein, je répète toujours la même chose, on se débarrasse de l'azote. Donc réaction de transamination, hein, c'est la voie qui devient majeure, et vous formez donc l'acide alpha-cétonique correspondant, c'est l'acide phénylpyruvique qui va subir une réduction en acide phényllactique, puis phénylacétique, et ce catabolique majeur, eh ben, il va se retrouver dans le sang, et dans le sang, du sang, il peut aller directement vers les urines, et c'est pour ça qu'on va retrouver ces acides alpha-cétoniques dans les urines, et c'est pour ça que la maladie va s'appeler phénylcétonurie, hein, d'où à cause de la présence de cet acide alpha-cétonique dans l'urine. Et puis, ben, une partie va passer la barrière hémato-encéphalique et vous allez retrouver ça dans le cerveau. Et dans le cerveau, ces composés-là, eh bien, sont extrêmement toxiques de façon directe. Alors, la toxicité, elle passe par effectivement l'entrée dans le cerveau de ces acides alpha-cétoniques, mais ce qui se passe aussi, c'est que c'est catabolique, hein, c'est de cet acide phénylpyruvique, donc dans le sang, la barre hémato-encéphalique, le cerveau, la toxicité directe, mais ça se fait au moyen de transporteurs spécifiques pour passer la barrière hémato-encéphalique. Et le transporteur qui sert à faire passer les acides aminés aromatiques, c'est le même que les transporteurs qui servent à faire passer les acides aminés neutres. Qu'est-ce qui va se passer? Le même transporteur sert à faire passer les neutres et ceux-là qui s'accumulent. Il va y avoir une compétition entre eux. Celui qui est en plus grande quantité, il va passer en priorité et vous allez vous retrouver au niveau du cerveau avec un déficit en acides aminés neutres. Et ce déficit en acides aminés neutres, ça va introduire quoi? Une réduction de la synthèse des protéines intracérébrales et le tryptophane faisant partie des acides aminés neutres et faisant partie aussi des acides aminés aromatiques, vous allez avoir aussi une anomalie de synthèse. Alors attendez, non, je ne l'ai pas mis ici après, mais vous allez avoir aussi une anomalie de tryptophane. Et le tryptophane, c'est le précurseur d'un neurotransmetteur qui est la sérotonine, et vous allez avoir un déficit en tryptophane. Et vous allez avoir, à cause de ce déficit en acides aminés neutres, une anomalie de synthèse de la myéline comme de synthèse de protéines endogènes. OK? Donc, suite, ça c'était la toxicité directe. Et puis, vous allez avoir, en plus de ça, une carence en tyrosine, puisque la tyrosine n'est plus fabriquée. Et la tyrosine, c'est le précurseur, on l'a vu, des hormones thyroïdiennes, des catécholamines, dopamine, noradrénaline, adrénaline, et des pigments colorés que sont la mélanine. Et donc, vous allez avoir à la fois un déficit en hormones thyroïdiennes, un déficit en catécholamines, et puis cette coloration particulière chez ces enfants-là. Et donc, vous avez des anomalies de la peau, des phanères, et une altération de la synthèse des neurotransmetteurs. Suite, je vous ai dit qu'il y avait aussi une carence en tryptophane, et la carence en tryptophane, la conséquence va être laquelle? Eh bien, la conséquence, c'est qu'il est le précurseur du NAD-NADP, donc vous allez avoir un déficit des nicotinamides, qui sont des cofacteurs essentiels. Vous allez avoir un déficit de la sérotonine, qui est un neurotransmetteur, et cette fois-ci, c'est plus la mélanine, mais c'est la mélatonine. Mélatonine, hormone que vous connaissez, puisqu'elle est devenue un peu en vogue à un moment donné. On faisait prendre ça à tous les gens qui prenaient l'avion pour éviter le
Le jet lag, exactement, et puisque c'est l'hormone de régulation des rythmes chronobiologiques. Ok. Et donc, chez les patients qui ont une phénylcétonurie non traitée, eh bien, vous avez cette carence en tryptophane qui va contribuer aux lésions neurologiques par la synthèse, par défaut de synthèse des neurotransmetteurs. Vous voyez que ce n'est pas anodin, malgré tout, cette maladie. Hein. Et si je continue, j'arrive au diagnostic. Et le diagnostic, eh bien, comme je vous l'ai dit en France, à J3, tous les enfants qui naissent en France, hein, même ceux qui naissent à la maison, puisque généralement quand les enfants naissent à la maison, il y a une sage-femme qui intervient, eh bien ils subissent, ou ils subissent, pas subir, ils profitent de ce dépistage néonatal. On prend une petite goutte de sang, en règle générale on fait une petite piqûre dans le talon, au niveau du talon du bébé, et puis on dépose ça sur un papier buvard, hein. On appelle ça le buvard Guthrie, parce que Guthrie était le monsieur qui a mis en place le dosage de la phénylalanine à un moment donné, donc c'est resté, et il a gardé le nom, et est acheminé dans des laboratoires qui sont spécialisés sur la région parisienne. Il y a un laboratoire qui fait ça. Un laboratoire qui récupère l'ensemble des prélèvements qui sont faits sur toutes les naissances de la région parisienne et donc qui centralise absolument tout ce dépistage néonatal. Et à J5, donc le dosage est fait. Alors, il y a des méthodes pour faire cela. Maintenant, c'est plus automatisé. Et les patients atteints sont pris en charge dès le 10e jour. On fait une confirmation diagnostique en faisant un dosage spécifique de la phénylalanine par chromatographie des acides aminés. Et les valeurs de référence, vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, est inférieure à 60, c'est 45-65 micromolaires. Et il y a une classification en fonction du taux de phénylalanine. Les phénylalanines typiques, phénylcétonurie typique sans régime, elles sont supérieures à 1200 micromolaires. Là, j'étais pour cet enfant à 2000 et quelques. Hein. Les phénylcétonuries atypiques sans régime, elles sont entre 600 et 1200. Hein, c'est la valeur avant traitement. Et vous avez des hyperphénylalanies modérées avec des taux de phénylalanine qui sont inférieurs à 600 micromolaires. Il nous manquait plus que cela pour terminer ce cours et boucler. Ce qui est dommage, c'est qu'on a encore une demi-heure et qu'il faut qu'on arrête. Alors si on peut revenir, on reviendra, mais normalement, je pense qu'il faut que vous sortiez, même si c'est un exercice. Arrêtez.